avait mis des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, fallait chauffer les bâtiments et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc finalement, ils ont remis des plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. C'est vraiment fondamental que partout on a des élus à tous les niveaux, ils gardent ce lien avec les citoyens et avec le débat. Alors, ce film, nous disait Joe Loubet en introduction, n'est pas un film noir. Il se veut porteur de solutions. Moi, je ne l'ai pas vu tout à fait comme ça. Je dois dire que, comme vous tous, en écoutant France Info, en venant dans la voiture, parce qu'on roule encore beaucoup en voiture, je suivais la progression de cette marée vraiment noire qui s'approche des côtes aux États-Unis. Et il y a quand même tout ça aussi, derrière l'image qu'on vient de voir. Un constat global, on a vu ici dans ce film beaucoup d'exemples, beaucoup de chiffres qui nous étaient cités sur le continent indien, par exemple, notamment par rapport au taux de suicide des agriculteurs. Moi, j'aime quand même à rappeler quelque chose, qu'ici, en Europe, et pas seulement là-bas, en Inde, de l'autre côté de la planète, mais ici, en Europe, depuis que je parle, c'est-à-dire depuis 6 minutes, 2 exploitations agricoles ont fermé. C'est-à-dire qu'ici, en Europe, toutes les 3 minutes, une exploitation agricole ferme, avec ce que ça veut dire comme conséquence, bien sûr, par rapport à l'alimentation, mais comme conséquence sociale, de gens qui se retrouvent au chômage. On se mobilise tous, on entend tous très fort quand une entreprise ferme. Mais par rapport à ces milliers de gens qui se retrouvent aussi sans travail toutes les 3 minutes parce qu'on a ce modèle d'agriculture et de société, ça se fait très insidieusement et ça nous touche très profondément. Donc on voit aussi que le type de consommation qu'on a, non seulement par rapport à l'agriculture, la manière de se nommer, ça a aussi une incidence par rapport à l'environnement, ce qui est un des aspects peut-être qui n'a pas été totalement évoqué dans ce film, mais dont on peut reparler. Il a été évoqué dans ce film, mais vraiment de manière très ténue et peu rapide, presque cité comme un gros mot qu'on n'ose pas dire, le mot de croissance. Si nous continuons avec un taux de croissance extrêmement modéré qu'aucun candidat au présidentiel n'aurait osé préconiser dans ses discours électoraux, un taux de croissance de 2% à l'échelon 2050, c'est pas 3 planètes, c'est pas 6 planètes, c'est 30 planètes qu'il faudra. Et je crois que là, vraiment, on a aussi une réflexion à avoir autour de la croissance. Une des questions aussi qui est intéressante à se poser et à voir comment on peut y répondre, c'est la question de la relocalisation. Relocalisation pas seulement de l'agriculture, mais de l'économie. Et comment on gère ça par rapport aux questions de souverainisme, par rapport aux questions de protectionnisme. La question aussi, bien sûr, de l'autonomie alimentaire. L'autonomie, quelqu'un disait dans le film, bientôt en France aussi, on va devoir importer notre alimentation. Bien sûr, il y a le type d'agriculture. Moi, je voudrais que les citoyens qui sont là, qui vivent dans des petites villes comme ici, se posent aussi la question de quel aménagement du territoire. En Haute-Garonne, chaque année, en Haute-Garonne, pas en Inde, en Haute-Garonne, chaque année, 4500 hectares de terres agricoles disparaissent. Bon, donc je pourrais lancer le débat de 2000 manières. Vous raconter comment la semaine dernière, j'étais aux prises avec un responsable FNSEA, puisque je suis devenue pour eux une cible, vu que je suis à peu près la seule députée européenne qui habite dans sa région et à la campagne, et que j'ai le malheur d'être écolo. Donc ils m'ont déjà expliqué qu'ils allaient venir avec des tracteurs et au mieux mettre du lisier partout chez moi, et au pire un peu tout saccager. Et puis j'essayais d'avoir une discussion quand même un peu constructive, et de demander pourquoi finalement j'étais cette cible. Et alors très vite, la réponse qui m'a été donnée, c'est « on ne supporte pas que vous ayez fait lire quelqu'un qui défendait les ours ». Et alors, je l'ai regardé. Il y a quelques années, vous voyez, en bon écolo, j'aurais dit oui, les ours, la biodiversité, patali patala. Et là, je lui ai dit, mais le problème des bergers dans les Pyrénées, est-ce que c'est les ours? Ou est-ce que finalement, c'est les accords de l'OMC au niveau mondial? Est-ce que le problème des bergers dans les Pyrénées, c'est pas parce qu'il y a des accords
commerciaux avec le Commonwealth qui font que les agneaux de Nouvelle-Zélande arrivent sur le marché européen via la Grande-Bretagne à des prix qui seront jamais possibles d'être concurrencés par nos bergers dans les Pyrénées. Et finalement, il m'a regardé, et au bout de 5 minutes, il dit « Ah mais oui, bien sûr, tu as raison. Mais nous, l'OMC, on n'y peut rien, tandis que l'ours, il n'y en a plus beaucoup, on va arriver à les tuer, donc c'est plus facile. » J'aurais voulu aussi qu'on évoque derrière tout ce débat ici un mot qui n'a pas assez été dit et redit, qui est pour moi le mot démocratie. Finalement, un jour, dans une de mes interventions, j'avais évoqué sous forme de boutade comment on vit dans des pays où un prénom en cache un autre. À Carmaux, j'ai rencontré le collectif des antennes relais, vous voyez, je sors de l'agriculture, et puis je ne connaissais pas grand-chose, je vous l'avoue, aux antennes relais, mais du coup, j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de ce que c'était que des antennes relais et comment elles étaient là et comment ça se passait. Et puis j'ai vu qu'il y avait eu un certain Lionel Jospin, qui avait décrété juste au moment où il quittait le gouvernement, un décret qui autorisait un taux d'exposition des citoyens de 41 volts par mètre. Alors que bizarrement, en Belgique, le taux d'autorisation d'exposition n'est que de 3 volts par mètre. Puis bon, j'ai cherché à comprendre, c'était pas un homme idiot, pourquoi il a fait ça juste au moment de partir du gouvernement. Puis derrière le prénom de Lionel, il y en avait un autre. Il s'appelait Jean-Noël. Et celui-là, c'était son conseiller proche qui, dans les 2 mois où Lionel Jospin quittait le gouvernement, devenait le directeur d'Orange. J'aurais pu parler des OGM. Vous avez tous suivi récemment le joli prénom d'Anne Flora, la patate OGM qu'on vient de nous remettre. Et là aussi, derrière ce prénom, il y en a un autre. Elle s'appelle Suzy. C'est aussi un joli prénom. Suzy Menkens. Alors Suzy Menkens, c'est elle qui est chargée de l'évaluation des OGM au niveau de l'agence européenne. Et puis quand on regarde un petit peu, elle était aussi salariée de Syngenta. Et donc on voit qu'à travers toute cette maîtrise aussi de ce qui est décidé pour nous, de quel type de société on vit, il y a toute la grande question quand même de la démocratie, qui décide de quoi, comment les gens sont juges et partis. Et je crois que ça, c'est pas seulement à l'échelle internationale, c'est bien aussi à l'échelle locale. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir ce débat ici avec des citoyens. Et en tout cas, pour nous, élus, là où nous sommes au niveau européen et si minoritaires pour essayer de faire changer les choses, de ne jamais oublier qu'à la fois, on doit être là où effectivement les choses se décident dans les institutions, mais on ne peut rien faire s'il n'y a pas cette mobilisation citoyenne, s'il n'y a pas cette prise en charge de chacun. Je vais conclure encore pour parler d'un sujet complètement différent, là aussi qui peut relancer le débat. Quelqu'un a évoqué, dans le film, Vandana évoquait la question du boycott. C'est pas du tout anglo-saxon le boycott. Mais enfin, vous tous dans cette salle, vous avez tous quelque part un livret des économies quelque part, je ne vous demande pas où. Simplement, le Crédit Mutuel n'a qu'une agence dans un paradis fiscal, la Poste, enfin la Banque Postale, n'a qu'une agence dans un paradis fiscal, qui est Luxembourg. Par contre, je crois savoir que la BNP en a 187 dans des paradis fiscaux. Donc vous voyez comment chacun, à notre niveau, on peut faire quelque chose, on peut aussi agir sur les questions de boycott, on peut aussi mettre en œuvre des solutions locales. C'est pas simplement manger sain pour être en bonne santé, c'est pas simplement forcer nos municipalités à permettre à jeunes agriculteurs l'accès aux terres pour installer effectivement ces AMAP, etc. Hein, mais c'est aussi, quand on fait ces démarches-là, permettre aux gens de vivre à l'autre bout de la planète, parce que quand on mange des haricots verts qui viennent du Kenya, non seulement ça détruit la planète parce qu'ils arrivent, ils font des milliers de kilomètres en avion, mais en même temps, pendant ce temps-là, les gens là-bas crèvent de faim parce qu'ils ne plantent plus des plantes vivrières. Donc on voit bien comment la boucle est bouclée, comment il y a cette échelle internationale, comment au niveau européen, on n'a vraiment pas encore ni la majorité ni le pouvoir, parce que nos États pointent bien sûr les vilains à Bruxelles, mais en réalité, c'est quand même les conseils des ministres qui décident. Et comment quand même le citoyen derrière tout ça, parce que le citoyen il agit au quotidien, parce qu'il vote, parce qu'il s'exprime, parce qu'il est dans des associations, il a quand même un pouvoir considérable quand il veut le prendre. Voilà, donc à vous la parole.